Chapitre 1, le masque de la civilité. Cole Mitchell était assis au bout de la table en acajou, observant sa famille d'un regard qui ne trahissait rien. 22 ans de mariage, et il avait perfectionné l'art de l'observation. Sa fille Aubrey, aujourd'hui âgée de 17 ans, ou les traits anguleux de sa mère, mais heureusement dépourvue de sa cruauté. Son fils Dylan, 15 ans, avait hérité de l'intensité tranquille de Cole, mais l'utilisait pour ses pensées adolescentes plutôt que pour sa planification stratégique. En face de lui, Belle piquait son saumon avec un désintérêt théâtral. Ses cheveux blonds étaient coiffés différemment, plus luxueux, plus en quête d'attention. Tout en elle criait une confiance retrouvée, celle qui naît de la conviction d'avoir surpassé quelqu'un que l'on considérait comme inférieur. « Alors, papa » commença Aubrey, sa voix portant ce ton particulier que les adolescents réservaient aux sujets qu'ils trouvaient déplaisants. « Maman dit que tu vas enfin signer les papiers du divorce. » Cole coupa son steak méthodiquement, chaque tranche étant précise. « C'est bien ce qu'elle dit ?» Trevor Quinn s'agita, mal à l'aise, à côté de Belle. Cet homme était tout ce que Cole semblait ne pas être. Bruyant, tape à accent graveleuil, prospère dans des domaines qui impressionnaient les gens superficiels. Son empire immobilier l'avait enrichi, et il portait cette armure de fortune. Ce que Trevor ignorait, c'est que Cole l'observait depuis des mois, apprenant chaque détail de sa vie, de son entreprise, de ses faiblesses. Eh bien, il était temps, marmonna Dylan. Toute cette histoire est bizarre. La fourchette de Belle tinta dans son assiette. Ce qui est bizarre, c'est l'incapacité de ton père à accepter la réalité. Certaines personnes grandissent, Dylan. D'autres passent à autre chose. Cole avait été cryptographe au département de la Défense pendant 15 ans avant de se reconvertir dans le conseil en cybersécurité. Son travail exigeait de la patience, du souci du détail et la capacité à déceler des schémas que d'autres ne percevaient pas. Ses compétences lui avaient également été utiles dans son mariage. Il était au courant de la liaison de Belle avec Trevor depuis 8 mois avant qu'elle ne trouve le courage de demander le divorce. Des choses meilleures, répéta Cole doucement. C'est une perspective intéressante, Trevor se pencha en avant, sa confiance renforcée par ce qu'il prenait pour la passivité de Cole. Écoute, Cole, je sais que c'est difficile, mais Belle et moi, on construit quelque chose de concret, quelque chose de durable. 22 ans, ce n'était pas assez. 2 ans de quoi? La voix de Belle s'éleva légèrement. Tu es assis dans ton bureau à t'obséder sur les ordinateurs et les codes pendant que j'élevais nos enfants seuls? Trevor me parle vraiment. Il m'emmène quelque part. Il me fait me sentir vivant. Cole hocha la tête pensivement. Durant leur mariage, il avait effectivement passé de longues heures à travailler, mais pas seulement sur la cybersécurité. Son véritable projet passionnant était tout autre, un réseau de surveillance numérique complet qu'il perfectionnait depuis des années. Chaque SMS, chaque email, chaque appel téléphonique transitant par certaines antennes relais de leur ville était capturé et analysé. C'était illégal, bien sûr, mais Cole avait appris depuis longtemps que légal et nécessaire étaient souvent deux choses différentes. « Tu mérites de te sentir vivant », dit-il à Belle. « Nous le méritons tous. » Le restaurant autour d'eux grouillait de la foule habituelle, des familles fêtant leurs anniversaires, des couples en rendez-vous, des associés concluant des contrats. Aucun d'eux ne savait qu'ils assistaient à la dernière conversation polie que Cole Mitchell aurait avec sa famille. Le truc, c'est que, poursuivit Trevor, enhardi par l'acceptation apparente de Cole, on veut faire ça, non? Une rupture nette, un accord équitable. Je peux me permettre d'être généreux. Le sourire de Cole était doux, presque reconnaissant. C'est très gentil à toi, Trevor. Aubrey regarda ses parents, la confusion se lisant sur son jeune visage. Ce n'était pas la confrontation dramatique à laquelle elle s'attendait. L'acceptation calme de son père semblait déplacée, même si elle ne parvenait pas à expliquer pourquoi. Alors, tu vas signer? Très pressé. Je ferai ce qu'il faut, répondit Cole. Quand le moment sera venu. Plus tard, alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture sur le parking du restaurant, Cole sortit son téléphone et consulta une application sécurisée dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Les points rouges sur son écran indiquaient la localisation en temps réel de 17 personnes différentes, toutes liées à la vie professionnelle et personnelle de Trevor Quinn. Certaines étaient des employés. D'autres des concurrents. D'autres encore des personnes que Trevor avait lésées au fil des ans et qu'il avait oubliées. Cole n'avait oublié aucune d'elles. Alors qu'il rentrait seul chez lui, dans sa maison vide,
Bell avait emménagé avec Trevor 3 mois plus tôt. Cole repensa mentalement à la chronologie qu'il avait passé des mois à peaufiner. La phase 1 commencerait demain matin. À la fin de la phase 3, Trevor Quinn comprendrait exactement quel genre d'homme il avait choisi de croiser. Et Bell apprendrait que certains ponts, une fois brûlés, deviennent des ponts funèbres. Le dîner d'anniversaire avait été agréable. La guerre, cependant, allait commencer. Chapitre 2. Les fondations se fissurent. La routine matinale de Trevor Quinn était prévisible. Café à 6 heures, salle de sport à 6h30, bureau à 8 heures. Cole suivait ces tendances depuis des mois, ce qui lui permettait de s'assurer que le premier appel de la journée de Trevor proviendrait de son plus gros client, Grandview Development Corporation. Trevor, il faut qu'on parle, lança la voix de Richard Grandview dans le casque Bluetooth de Trevor tandis qu'il soulevait ses 90 kg habituels. Il y a eu un problème avec le projet Arbor. Trevor termina son exposé et se redressa, attrapant sa serviette. Quel genre de problème? Le genre de problème où les PA posent des questions sur des rapports de contamination des sols qui ne concordent pas avec notre étude d'impact environnemental. Ils veulent voir toute la correspondance entre votre cabinet et nos consultants en environnement. La salle d'attente autour de Trevor poursuivait son rythme matinal habituel, le cliquetis des assiettes, le bourdonnement des tapis de course, les grognements de l'effort. Mais pour Trevor, tout était devenu silencieux, à l'exception de la voix de Richard. « C'est impossible, dit Trevor. J'ai personnellement examiné ces rapports. Tout était clair. Apparemment, quelqu'un a des courriels suggérant le contraire. J'arrive cet après-midi. Il faut anticiper. » Ce que Trevor ignorait, c'est que Cole avait passé des semaines à rédiger ses courriels, et non des faux. Cole était trop prudent pour de telles tactiques d'amateur. Au lieu de cela, il avait manipulé le système de messagerie de Trevor en combinant ingénierie sociale et technique de piratage avancée pour créer des communications authentiques qui donnaient l'impression de dissimulations environnementales et de manipulations réglementaires. La beauté de l'approche de Cole résidait dans sa subtilité. Chaque courriel était réel. Chaque document était authentique. Chaque conversation avait réellement eu lieu. Cole avait simplement modifié la réalité. Un mot modifié ici, une date modifiée là. Des destinataires ajoutés à des conversations auxquelles il n'avait jamais participé. Pour n'importe quel enquêteur, les preuves auraient semblé parfaitement légitimes. Parce que techniquement, c'était le cas. De l'autre côté de la ville, Bell traversait une matinée difficile. Arrivée à son travail chez Hartfield Marketing, elle trouva son assistante Jennifer mal à l'aise. Madame Mitchell, enfin, Madame Morrison, Jennifer commença à utiliser le nom de jeune fille de Bell, qu'elle avait récemment récupéré. Il y avait une certaine confusion concernant le compte Coastal Resort. Bell se servit un café dans la salle de pause, savourant le mélange coûteux que Trevor lui avait fait découvrir. Tout allait mieux maintenant. Le café, les vêtements, la voiture, les prospects. Quel genre de confusion? Ils disent que nous n'avons jamais livré les supports de campagne finaux, mais je sais que nous les avons envoyés la semaine dernière. Bien sûr que nous les avons envoyés. J'ai approuvé la livraison moi-même. Jennifer se mordit la lèvre. C'est tout. Je ne trouve aucune trace de l'approbation ou de la livraison, et ils menacent de résilier le contrat si nous ne produisons pas les supports avant la fin de la journée. La confiance de Bell vacilla. Le compte Coastal Resort fut son plus grand succès chez Hartfield, la réussite qui lui avait enfin valu la reconnaissance qu'elle méritait. Cela valait également $200 000 pour l'entreprise et lui permettrait probablement d'être promu au poste de responsable de compte senior. C'est ridicule. Vérifiez mes emails. Vérifiez les reçus de livraison. Mais en fouillant dans l'historique des emails de Bell, une tendance inquiétante est apparue. Des messages avaient disparu. Des fichiers avaient été corrompus. Des confirmations de livraison avaient mystérieusement disparu. C'était comme si quelqu'un avait méthodiquement effacé des semaines de travail. Ce que Bell ignorait, c'est que Cole surveillait ses emails professionnels depuis des mois. Il connaissait chaque client, chaque projet, chaque échéance. Plus important encore, il savait exactement comment faire exploser sa vie professionnelle sans laisser d'empreinte digitale. Pendant ce temps, dans son bureau à domicile, Cole orchestrait sa campagne derrière 6 écrans d'ordinateurs différents. Son expérience en cryptographie et en cybersécurité lui avait appris à penser en termes de systèmes et de réseaux. Trevor et Bell n'étaient pas de simples individus. Ils étaient les nœuds d'un réseau complexe de relations,
de dépendance et de vulnérabilité. Sur son écran principal, Cole suivait les mises à jour en temps réel de son réseau de surveillance. Trevor était maintenant à son bureau, passant des appels téléphoniques frénétiques au sujet de l'affaire Arbor. Bell était à Hartfield, de plus en plus désespéré, tandis que ses œuvres disparaissaient mystérieusement. Mais ils n'étaient que les cibles principales. Le véritable chef-d'œuvre de Cole résidait dans la manipulation systématique de tous ceux qui les entouraient. Maria Santos, l'associée de Trevor, découvrait que leur compte bancaire commun avait été signalé pour activité suspecte. Les signaux d'alerte n'étaient pas aléatoires. Cole avait soigneusement structuré une série de transactions pour déclencher des algorithmes de blanchiment d'argent. Chaque virement était légal. Chaque dépôt était documenté. Mais le schéma était conçu pour attirer précisément la mauvaise attention. Kelly, la meilleure amie de Belly, recevait des colis anonymes contenant des photos de Bell et Trevor ensemble. Des photos prises avant que Bell ne demande le divorce. L'horodatage des photos laissait penser que Bell avait menti sur le début de la liaison, suggérant qu'elle le trompait depuis plus d'1 an, au lieu des quelques mois qu'elle avait admis. À 15 heures, le téléphone de Cole vibra, accompagné d'un SMS d'Aubrey. « Papa, ça va ? Maman dit, tu te comportes bizarrement. » Cole le fixa du regard. Il resta un long moment à écouter le message. Ses enfants étaient des victimes collatérales de cette guerre, mais ils étaient aussi victimes des choix de Bell, pas des siens. Elle avait détruit leur famille. Elle l'avait humilié publiquement. Elle avait choisi de se ranger du côté de son ennemi. Il répondit, « Je vais bien, ma puce. Je règle juste certaines choses. » Mais en vérité, Cole ne s'était jamais senti aussi bien. Pendant des mois, il s'était senti impuissant à regarder sa femme étaler sa liaison, à écouter ses enfants se retourner progressivement contre lui tandis que Bell les empoisonnait avec sa version des faits. Mais maintenant, enfin, il reprenait le contrôle. Le soir venu, le monde de Trevor s'écroulait. L'enquête de l'EPA s'était étendue à 3 autres projets. 2 clients importants avaient annulé des contrats en reportant l'issue de l'enquête environnementale. Sa compagnie d'assurance professionnelle examinait ses polices d'assurance pour déceler d'éventuelles exclusions de couverture. La journée de Bell s'était terminée encore plus mal. Le compte du Coastal Resort avait été perdu, ainsi que 2 autres qui avaient subi des pannes techniques mystérieuses similaires. Son patron avait convoqué une réunion lundi matin pour discuter de ses récents problèmes de performance. Aucun d'eux ne soupçonnait que leurs problèmes étaient liés, ni qu'ils dansaient tous deux au rythme d'une chanson que Cole Mitchell composait depuis 8 longs mois. La véritable symphonie, cependant, ne faisait que commencer. Chapitre 3. La révélation de l'anniversaire. Le 50e anniversaire de Cole arriva par une fraîche soirée d'octobre, et il avait choisi Victoriao, la même marque haut de gamme. Le restaurant italien où il avait demandé Bell en mariage 23 ans plus tôt. L'ironie ne lui échappait pas, même s'il doutait que quiconque apprécie la symétrie. La réservation était pour 6 personnes, Cole, Bell, Trevor, Aubrey, Dylan et Marcus, le frère de Cole, venu de Portland spécialement pour l'occasion. Marcus était le seul à connaître la vérité sur la situation actuelle de Cole, et même lui ignorait l'ampleur de ce qui l'attendait. « C'est bien, » dit Marcus une fois assis, même si son regard lançait un avertissement destiné uniquement à Cole. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Trevor avait l'air d'un homme d'affaires prospère malgré le stress de ses récentes difficultés professionnelles. Il avait réussi à maîtriser la situation avec l'EPA pour l'instant, et son avocat lui avait assuré que l'enquête n'aboutirait probablement à rien. Il retrouvait confiance, exactement ce sur quoi Cole comptait. C'était bien, acquiesça Bellel, tout en continuant de consulter son téléphone. La débâcle de la station balnéaire lui avait coûté la promotion qu'elle attendait, et celle de lundi. La réunion avec son patron se profilait comme un nuage d'orage. Cependant, je suis surpris que tu aies voulu qu'on soit tous là, Cole. C'est mon anniversaire, dit simplement Cole. 50 ans. Ça semblait être un bon moment pour la famille. Aubrey s'agita, mal à l'aise. La semaine précédente, elle avait entendu des rumeurs inquiétantes à l'école. Des amis avaient mentionné avoir vu sa mère avec Trevor des mois avant la séparation, dans un contexte qui suggérait une relation plus longue que ce que Bell avait admis. La chronologie devenait confuse et Aubrey commençait à poser des questions qui mettaient Bell sur la défensive. À 50 ans, c'est une étape importante, dit Trevor en levant son verre de vin. À un nouveau départ. Cole leva son verre, croisant le regard de Trevor avec un sourire qui n'atteignit jamais le sien.
À un nouveau départ, en effet. Le premier plat arriva et la conversation s'engagea sans difficulté. Trevor dominait la discussion en annonçant ses dernières aventures immobilières, omettant soigneusement d'évoquer ses problèmes juridiques actuels. Belle intervint avec des nouvelles de son travail, passant également sous silence ses récents déboires. Tous deux Cole réalisa qu'il se produisait, se donnant en spectacle pour un public qu'il croyait trompé. Marcus observa l'échange avec un dégoût à peine dissimulé. Il n'avait jamais aimé Belle, même avant d'apprendre leur liaison. Et Trevor lui sembla être exactement le genre de narcissique tape à accent grave l'œil capable de faire appel aux pires instincts de sa belle-sœur. « Alors, papa » dit Dylan lors d'une pause dans la conversation. « Maman dit, tu vas enfin signer les papiers. » Cole coupa son V avec méthode, chaque tranche étant précise et réfléchie. « C'est ce qu'elle dit ?»« Eh bien, il était temps » intervint Aubrey, sa voix portant ce mélange particulier de certitude adolescente et de déception adulte. Toute cette histoire de séparation dure depuis toujours. Papa est un vrai raté maintenant, poursuivit-elle, sa voix s'élevant avec la passion de la jeunesse, convaincue de sa propre justesse. Le nouveau mari de maman gagne 2 fois plus d'argent. Le restaurant sembla silencieux autour de leur table, les autres convives jetant des coups d'œil au drame familial qui se déroulait. Cole remarqua la tension, mais ne réagit pas, continuant son repas comme si sa fille ne venait pas de l'humilier publiquement. La poitrine de Trevor se gonfla de fierté et de justification. C'était le moment qu'il attendait. La reconnaissance publique de sa supériorité sur cet homme discret qui n'avait jamais apprécié ce qu'il avait eu. Belle se renversa dans son fauteuil, un sourire triomphant aux lèvres. Le meilleur divorce de tous les temps, ajouta-t-elle, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Les jointures de Marcus blanchirent autour de son verre de vin. Mais Cole posa une main sur le bras de son frère pour le retenir. Pas encore. Cole sourit simplement, sortit son portefeuille et déposa sur la table suffisamment d'argent pour couvrir la totalité de l'addition et un généreux pourboire. Le geste était calme, digne, d'une certaine manière, plus dévastateur que n'importe quelle colère. « Profitez du reste de votre soirée » dit-il doucement. Debout, il se leva de la table. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Cole entendit le rire nerveux de Trevor, les justifications défensives de Belle aux autres convives et la question confuse d'Aubrey sur les raisons de son départ, mais il ne se retourna pas dehors, sur le parking, Marcus le rattrapa. « Cole, je sais ce que tu prépares, et je pense que tu ignores ce que je prépare. » L'interrompit doucement Cole. « Tu sais ce que je t'ai dit, ce qui n'est qu'une infime partie de ce qui se passe réellement. Ces gens ne valent pas la peine que tu détruises ta vie pour ça. » Cole se tourna vers son frère et, pour la première fois depuis des mois, Marcus vit quelque chose de dangereux s'insinuer derrière son air calme. « Ils ne m'ont pas abandonné comme ça, Marcus. Ils m'ont humilié devant mes propres enfants, devant nos amis, devant toute la ville. Ils ont passé des mois à faire de moi le sujet de leurs plaisanteries privées, de leurs confidences sur l'oreiller, de leur mépris partagé. Mais si tu le fais demain matin, poursuivit Cole, les gros titres éclateront et tout le monde comprendra pourquoi je ne me suis jamais défendu, pourquoi je n'ai jamais riposté, pourquoi je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. » Marcus ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air d'octobre. Quel gros titre! Le sourire de Cole était paisible, presque serein, le genre qui met fin à une carrière, qui détruit une réputation, qui apprend aux gens ce qui arrive quand on prend patience pour faiblesse. Alors que Cole rentrait chez lui, il repensa au minuteur numérique sophistiqué qu'il avait construit au cours des 8 derniers mois. Chaque email introduit, chaque document modifié, chaque relation manipulée, tout avait mené à ce moment. À 6 heures précises le lendemain matin, le chronomètre atteindrait 0. Et Trevor Quinn apprendrait ce que signifiait partir en guerre contre un homme qui avait passé 2 décennies à apprendre à faire disparaître les problèmes. Ou, dans ce cas, à les faire apparaître exactement où il le voulait, quand il le voulait, avec une précision dévastatrice. Le dîner d'anniversaire était terminé. La vraie fête allait commencer. Chapitre 4. Le lendemain matin. Cole Mitchell se réveilla à 5h30. Exactement comme il l'avait fait chaque matin depuis 8 mois. Il prépara du café, consulta ses emails sécurisés et examina les rapports automatisés de son réseau de surveillance. Tout se déroulait exactement comme prévu. À 6 heures, le chronomètre atteignit 0. Le téléphone de Trevor Quinn se mit à sonner alors qu'il était encore au lit à côté de Belle. L'afficheur indiquait son avocat, ce qui n'était jamais bon signe avant le lever du soleil. « Trevor »
nous avons un problème, fit la voix de David Park, l'avocat de Trevor. Le FBI a perquisitionné votre bureau il y a 1 heure. Trevor il se redressa si vite que Bell se réveilla à ses côtés. Quoi? Impossible. L'affaire de l'EPA était maîtrisée. Il ne s'agit pas de l'EPA. Ils ont des mandats d'arrêt pour blanchiment d'argent, fraude électronique et racket. Ils ont saisi vos ordinateurs, vos fichiers, vos relevés bancaires, tout. Ce que Trevor ignorait, c'est que Cole avait passé des mois à constituer minutieusement une trace écrite reliant ses transactions immobilières légitimes à un réseau de sociétés écrans qui semblait blanchir de l'argent pour le crime organisé. Chaque document était authentique. Chaque transaction était traçable. Et chaque lien remontait à l'entreprise de Trevor d'une manière impossible à expliquer par une coïncidence. L'expérience de Cole en cryptographie lui avait appris que les codes les plus efficaces reposaient sur des informations véridiques arrangées selon des schémas trompeurs. Son dossier contre Trevor suivait le même principe. Chaque preuve était authentique, mais l'histoire qu'ils racontaient ensemble était un chef-d'œuvre de tromperie. C'est insensé, dit Trevor d'une voix brisée. Je ne blanchis pas d'argent. Je ne connais même pas de criminel. Mais tandis que David continuait d'expliquer la portée de l'enquête, Trevor réalisa à quel point la situation était grave. Son entreprise impliquait d'importantes transactions en espèces, des structures financières complexes et des relations avec des entrepreneurs qui ne respectaient pas toujours scrupuleusement la réglementation. Sous un éclairage correct ou erroné, cela pouvait ressembler exactement à ce que le FBI affirmait. De l'autre côté de la ville, Bell avait sa propre urgence. Son téléphone a sonné 10 minutes après celui de Trevor. Et la voix à l'autre bout du fil était celle d'Harold Hartfield, son patron. Bell, ne venez pas au bureau aujourd'hui ni n'importe quel jour. Vous êtes licencié avec effet immédiat. Harold, de quoi parlez-vous? Je sais que j'ai eu des problèmes ces derniers temps, mais des problèmes. La voix d'Harold était incrédule. Réalel, nous avons découvert que vous voliez des comptes clients depuis plus d'1 an. L'équipe d'audit a découvert des virements systématiques de budget de campagne vers des comptes personnels liés à vous et à votre petite amie. Bell en eut la bouche sèche. C'est impossible. Je n'ai jamais rien volé. Mais même si elle... Bélise protesta, accablant cette apparence. Trevor l'avait aidé dans sa planification financière, la création de comptes et l'élaboration de stratégies d'investissement. Si quelqu'un voulait faire passer ces transactions légitimes pour criminelles, elle ne savait pas que Cole créait systématiquement cette apparence depuis des mois. Chaque opération financière que Trevor l'avait aidé à effectuer avait été soigneusement documentée et recoupée de manière à dépeindre un détournement de fonds et une fraude. Cole avait même créé de fausses correspondances entre Bell et Trevor, discutant de la façon de cacher l'argent volé. À 8 heures du matin, leur téléphone vibrait sans cesse. Les équipes de presse s'installaient devant le bureau de Trevor. L'histoire se répandait comme une traînée de poudre dans leur cercle social. Les gros titres étaient exactement ce que Cole avait promis à son frère. Un magnate de l'immobilier local lié à une opération de blanchiment d'argent. Un responsable marketing accusé de vol de fonds clients. Le FBI enquête sur une fraude à plusieurs millions de dollars. Marcus Mitchell lisait les informations depuis sa chambre d'hôtel avec un mélange d'admiration et d'horreur. Il savait que son frère préparait quelque chose, mais cela dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Le niveau de coordination, la profondeur de la planification, l'ampleur de l'opération. C'était comme voir un maître des échecs révéler qu'il avait anticipé 20 coups, alors que ses adversaires essayaient encore de comprendre les règles. À 10 heures, le téléphone de Cole sonna. C'était Aubrey, et elle pleurait. « Papa, je ne comprends pas ce qui se passe. Tout le monde à l'école parle de maman et de Trevor. Ils disent des choses horribles. » Cole ressentit un moment de compassion, mais il fut submergé par le souvenir de ses paroles au dîner. Papa est un vrai raté maintenant. Certaines leçons, songea-t-il, ne peuvent s'apprendre qu'en en tirant les conséquences. Je suis désolé que tu traverses ça, ma chérie. Le savais-tu? Saviez-vous que cela allait arriver? Cole peinait à choisir ses mots. Je savais que les actes ont des conséquences. Je savais que ceux qui font certains choix doivent finalement en assumer les conséquences. Mais maman dit qu'elle n'a rien fait de mal. Elle dit que quelqu'un les a piégés. Ta mère est très douée pour croire ce qu'elle pense. Elle veut y croire. Il y eut un long silence au téléphone. Quand Aubrey reprit la parole, sa voix était plus basse, plus jeune. Tout le monde disait que maman le trompait depuis longtemps, plus longtemps qu'elle ne nous l'avait dit.
Qu'en penses-tu? Je crois que tu n'étais peut-être pas perdante dans cette situation. Cole ressentit un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. Sa fille apprenait la vérité. Mais le prix à payer était son innocence envers sa mère. Je suis toujours ton père, Aubrey. Quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. Mais même en prononçant ces mots, Cole savait qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. Aubrey et Dylan avaient choisi leur camp dans cette guerre, tout comme leur mère. Ils l'avaient humilié publiquement, rejeté, traité comme un obstacle à leur nouvelle vie meilleure avec Trevor. Ils étaient ses enfants, mais ils étaient aussi ses traîtres. Le pardon. Cole avait appris depuis longtemps que c'était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. À midi, le monde de Trevor s'était complètement effondré. 3 autres clients avaient résilié leur contrat. Sa compagnie d'assurance avait résilié son contrat. Politique, figeant l'issue de l'enquête. Sa banque avait gelé ses comptes. L'audience de mise en liberté sous caution était prévue pour lundi matin, à condition qu'il trouve un avocat disposé à le représenter. Belle ne s'en sortait pas mieux. Hartfield Marketing avait porté plainte contre elle. Ses comptes bancaires personnels avaient été gelés dans le cadre de l'enquête. L'appartement qu'elle partageait avec Trevor était lié à ses actifs professionnels, ce qui signifiait que le FBI les avait également saisis. Cole observait tout le déroulement depuis son bureau à domicile, surveillant les reportages et les communications cryptées de son réseau de contacts. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Le plus beau dans son plan était qu'il était entièrement autosuffisant. Désormais, l'enquête du FBI allait révéler davantage de preuves, car Cole en avait mis davantage à jour. La couverture médiatique allait s'intensifier, car Cole avait fourni des informations aux journalistes pendant des semaines. La destruction sociale allait se poursuivre, car Cole avait passé des mois à empoisonner les relations qui auraient pu les soutenir. Trevor et Belle n'étaient pas seulement confrontés à la ruine juridique et financière. Ils étaient confrontés à la destruction systématique de toute leur vie, orchestrée par un homme qu'ils avaient qualifié d'inoffensif. La guerre n'était plus à venir. Elle était arrivée et Cole Mitchell gagnait. Chapitre 5. Les murs se resserrent. 3 jours après le raid du FBI, Trevor Quinn était en cellule de détention provisoire, attendant son audience de libération sous caution. Son arrestation avait été un véritable spectacle médiatique. Des caméras l'avaient filmé menotté alors qu'il quittait l'appartement qu'il partageait avec Belle. Les images avaient déjà été rediffusées des centaines de fois aux informations locales. Son avocat, David Park, était assis en face de lui dans la salle d'interrogatoire, l'air hagard. « Trevor, je dois être honnête avec vous. Les preuves contre vous sont considérables. Ils ont des dossiers financiers remontant à 2 ans. Email, relevés téléphoniques, tout indique une opération sophistiquée de blanchiment d'argent. Mais je n'ai rien fait de tout cela, insista Trevor. On me tend un piège. C'est ce que tout le monde dit. Mais le procureur a des relevés bancaires montrant des virements de vos comptes professionnels vers des sociétés écrans aux îles Caïmans. Ils ont des emails entre vous et des associés connus de figures du crime organisé. Ils ont enregistré des conversations téléphoniques. Trevor se glaça. Quelle conversation téléphonique? David consulta son note. Conversation avec un homme nommé Vincent Torino, évoquant des achats immobiliers qui semblent servir de couverture pour le blanchiment d'argent de la drogue. Les enregistrements sont d'une clarté exceptionnelle. Trevor, c'est ta voix. Ce que Trevor ignorait, c'est que Vincent Torino était un personnage fictif créé par Cole grâce à une technologie de synthèse vocale sophistiquée. Les conversations enregistrées étaient entièrement artificielles, élaborées à partir d'échantillons de la voix de Trevor recueillis au cours de mois de surveillance. Pour tout expert audio, elles auraient semblé parfaitement authentiques, car les schémas vocaux étaient bien ceux de Trevor, simplement arrangés dans des conversations qui n'avaient jamais eu lieu. Pendant ce temps, Belle découvrait l'ampleur de sa propre situation. Assise dans le bureau de son avocat commis d'office, ne pouvant plus se permettre une représentation privée, elle écoutait une énumération d'accusations qui semblaient impossibles. Détournement de fonds, fraude électronique, blanchiment d'argent, complot. L'avocate Janet Moore a lu le dossier. Ils allèguent que vous avez volé plus de 400 000 $ sur les comptes de clients au cours des 18 derniers mois. Je n'ai jamais touché à l'argent des clients. Belle a protesté. Oui, Trevor m'a aidé à ouvrir des comptes d'investissement, mais tout était légal. Le problème, c'est la trace écrite. Ils ont des documents montrant des virements systématiques de budget de campagne vers des comptes personnels enregistrés sous des noms fictifs,
mais ces comptes remontent à votre numéro de sécurité sociale et à l'immatriculation de Trevor. Janet a sorti une pile de documents. Ils ont également des chaînes de mails entre vous et Trevor, discutant de la façon de cacher l'argent, de la création de fausses factures, et même de la conduite à tenir en cas de découverte. Belle fixait les emails avec horreur. Ils ressemblaient exactement à des communications qu'elle aurait pu envoyer, jusqu'à son style d'écriture et ses fautes d'orthographe habituelles, mais elle ne les avait jamais écrits. Quelqu'un avait fabriqué des faux parfaits qui capturaient sa voix tout en l'incriminant de crimes qu'elle n'avait jamais commis. Cole avait passé des semaines à étudier les modes de communication de Belle, analysant des milliers de ses emails et SMS pour comprendre sa syntaxe, son vocabulaire et ses erreurs typiques. Les emails frauduleux n'étaient pas que des faux. C'étaient des profils psychologiques numérisés. De retour chez lui, Cole surveillait l'enquête grâce à un accès détourné aux bases de données des forces de l'ordre. Il avait cultivé les connaissances qu'il avait acquises au cours de ses années au service du gouvernement. Les agents du FBI chargés de l'affaire étaient minutieux et professionnels, suivant chaque piste exactement comme Cole l'avait anticipé. L'agent spécial Sarah Chin était particulièrement impressionnante. Elle avait découvert des liens que même Cole n'avait pas explicitement établis, trouvant des liens criminels légitimes dans le passé de Trevor, ce qui rendait les fausses allégations plus crédibles. Le colocataire de Trevor à l'université avait été arrêté pour trafic de drogue 15 ans auparavant. Un entrepreneur auquel Trevor avait fait appel pour plusieurs projets avait des liens avec le crime organisé. Ces liens ferroviaires constituaient le fondement qui rendait le complot fictif de Cole tout à fait plausible. Le téléphone de Cole vibra, un SMS de Dylan lui avait été envoyé. « Papa, tu peux venir me chercher ? Je ne veux plus rester chez l'ami de maman. » C'était intéressant. Cole s'était demandé combien de temps il faudrait aux enfants pour comprendre que la nouvelle vie de leur mère n'était pas aussi stable qu'ils le croyaient. Il se rendit en voiture chez Kelly, où Belle et les enfants résidaient depuis que le FBI avait saisi l'appartement de Trevor. Dylan attendait sur le perron avec un sac de sport, qui paraissait plus vieux que ses 15 ans. « Salut papa. »« Salut fils. » Des jours difficiles. Dylan est monté dans la voiture sans se retourner vers la maison. Maman n'arrête pas de pleurer et de téléphoner. Trevor est en prison. Tout le monde à l'école est au courant. Kelly en a assez de nous avoir là. Sur le chemin du retour, Dylan était inhabituellement silencieux. Finalement, il a pris la parole. « Papa, maman a-t-elle vraiment volé tout cet argent ?» Cole a soigneusement réfléchi à sa réponse. « Qu'en penses-tu ? Je crois que je ne connais pas maman aussi bien que je le pensais. Les gens nous surprennent parfois. Elle n'arrête pas de dire qu'on les piège, elle et Trevor. Mais qui ferait ça ? » Cole sourit légèrement. « Quelqu'un avec beaucoup de temps, de patience et de motivation, j'imagine. » Ce soir-là, alors que Dylan était en haut en train de faire ses devoirs, Cole a reçu un appel de Marcus. « Bon sang, Cole. J'ai suivi l'actualité. C'est plus grave que je ne le pensais. Il fallait que ce soit exhaustif. » Exhaustif ? Tu les as complètement détruits. Leurs vies sont finies. Leur vie était finie au moment où ils ont décidé. Pour m'humilier publiquement. Je me suis juste assuré que tout le monde pouvait le voir aussi. Marcus était silencieux pendant un long moment. Et les enfants ? Cole leva les yeux vers la chambre de Dylan. Ils ont choisi des côtés. Marcus, ils ont rendu leurs sentiments à mon sujet très clairement lors de ce dîner d'anniversaire. Les actions ont des conséquences. Ce sont toujours vos enfants. Et ils sont également assez vieux pour comprendre la loyauté et la trahison. Aubrey m'a appelé un perdant devant un restaurant plein de gens. Dylan s'est assis là et a laissé cela se produire. Il voulait une nouvelle famille avec Trevor. Eh bien, maintenant ils peuvent voir ce que Trevor vaut vraiment. Le lendemain matin, a fait la une des journaux. La caution de Trevor avait été refusée en raison du risque de vol. Belle avait été arrêtée chez Kelly devant les enfants, menottée pendant que les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. Les nouvelles locales l'appelaient la plus grande histoire du crime de col blanc de l'histoire de la ville. Cole a lu la couverture tout en prenant le petit déjeuner, notant avec satisfaction à quel point le récit se développait parfaitement. Chaque nouvelle révélation semblait confirmer les précédentes. Chaque élément de preuve a renforcé l'ensemble modèle. Les procureurs ne faisaient pas que construire une affaire. Ils racontaient une histoire et c'était exactement l'histoire que Cole avait écrite pour eux. Son téléphone a sonné. Aubrey appelant de la maison de Kelly. « Papa, ils ont arrêté maman. »
Elle est en prison. Que sommes-nous censés faire? Pour la première fois depuis ce début, Cole a entendu une véritable peur de la voix de sa fille. Pas un drame adolescent ou une crise manufacturée, mais une vraie terreur à regarder son monde s'effondrer. « Tu peux venir rester avec moi » dit-il tranquillement. « Mais qu'en est-il de maman? Et Trevor? » C'est toute une énorme erreur, non? Cole a fermé les yeux. Même maintenant, même avec les preuves écrasantes, Aubrey choisissait toujours de croire à l'innocence de sa mère plutôt que d'accepter la possibilité qu'elle avait eu tort sur tout. Soyez le bienvenu dans sa maison, mais ils ne seraient plus jamais les bienvenus dans son cœur. Il lui avait montré qui ils étaient vraiment quand il pensait qu'il était impuissant à riposter. Maintenant, ils apprendraient qui il était vraiment et pourquoi le pardon était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Chapitre 6. Le point de non-retour. La salle d'audience a été remplie pour l'audience préliminaire de Trevor. Cole s'est assis dans la rangée arrière avec un simple costume noir et en regardant la procédure avec l'attention calme de quelqu'un observant un match d'échecs qu'il avait déjà gagné. Les médias avaient transformé cela en spectacle, et chaque média majeur de la région avait envoyé des journalistes. Trevor avait l'air à garder après une semaine en prison du comté. Son costume coûteux avait été remplacé par une combinaison orange, et le fanfaron confiant qu'il avait défini était nulle part. À côté de lui, son nouvel avocat, David Park, s'était récusé en raison de conflits d'intérêts, à mélanger des documents avec un désespoir à peine dissimulé. La procureure de district, Lisa Rodriguez, a présenté le cas avec précision clinique. Votre honneur, l'accusé est accusé d'exploitation d'un programme complexe de blanchiment d'argent qui a traité plus de 3,2 millions de dollars de fonds illégaux grâce à son activité immobilière. Les preuves comprennent les dossiers bancaires, les communications par email, les conversations téléphoniques enregistrées et les témoignages des agents fédéraux. Comme le procureur a souligné les accusations, Cole a mentalement vérifié chaque élément de l'affaire qu'il avait passé des mois à construire. La beauté de son plan était que chaque élément de preuve était techniquement authentique. Les dossiers bancaires étaient réels, juste mal étiquetés. Les communications par email étaient authentiques, juste redirigées. Les enregistrements téléphoniques étaient des conversations réelles, juste modifiées et le contexte a changé. L'avocat de Trevor, Robert est devenu pour répondre. Votre honneur, mon client maintient son innocence de toutes les charges. Nous pensons qu'il a été victime d'un cadre élaboré conçu pour détruire sa réputation et ses affaires. Le juge Morrison avait l'air sceptique. Monsieur avez-vous des preuves à l'appui de cette théorie du cadre? Nous enquêtons sur plusieurs pistes, votre honneur, mais vous n'avez rien de concret pour le moment. Non, votre honneur. Cole sourit presque. Robert avait en fait raison. Trevor a été victime d'un cadre élaboré, mais prouvant qu'il leur obligerait à démêler une conspiration si sophistiquée et complète qu'il faudrait des années pour comprendre pleinement, en supposant qu'il pourrait même identifier ou commencer à chercher. Le juge a fixé la caution à 2 millions de dollars, garantissant efficacement que Trevor resterait en détention. Alors que l'accusé était conduit, Cole a remarqué que Trevor scannait la salle d'audience, à la recherche de Belle ou de quelqu'un d'autre qui pourrait fournir un soutien. Leurs yeux se sont rencontrés pendant un bref instant, et Cole a vu une reconnaissance scintiller sur le visage de Trevor. Après l'audience, Cole a marché vers sa voiture à travers une foule de journalistes, criant des questions à quiconque semblait être lié à l'affaire. Il les a complètement ignorés, ramenant à la maison dans des rues qui étaient devenues des champs de bataille familiers dans sa guerre de vengeance. À la maison, il a trouvé Aubrey et Dylan dans le salon, tous deux perdus et confus. Il reste avec lui depuis 3 jours maintenant. Depuis l'arrestation de Belle, l'arrangement était gênant pour toutes les personnes impliquées. « Comment va maman » demanda Aubrey immédiatement. « Je n'étais pas là pour voir ta mère. J'observais l'audience de Trevor. » Dylan leva les yeux de son téléphone. Ils ont nié sa caution. C'est partout sur les réseaux sociaux. Cole hocha la tête. Pas surprenant étant donné les charges. Papa. La voix d'Aubrey portait une qualité de plaidoirie qu'il n'avait pas entendue depuis qu'elle était beaucoup plus jeune. Maman dit que quelqu'un lui fait ça et Trevor exprès. Elle dit que c'est trop pratique que tout se passe mal en même temps. Votre mère fait face à de graves accusations criminelles. Il est naturel pour elle de chercher des explications alternatives. Mais et si elle a raison? Et si quelqu'un le crampe vraiment? Cole s'est assis en face de ses enfants, étudiant leur visage. Aubrey s'accrochait toujours à espérer que ce n'était pas un terrible malentendu. Dylan commençait à accepter la réalité,
mais n'avaient pas encore saisi toutes les implications. Aucun d'eux ne comprenait qu'ils regardaient l'architecte de la destruction de leur mère. Si quelqu'un était capable d'orchestrer quelque chose de ce complexe, a déclaré Cole soigneusement, il faudrait être extrêmement sophistiqué, patient, méthodique. Il aurait besoin d'accès à une technologie avancée, une connaissance détaillée des systèmes financiers et des mois, voire des années pour mettre toutes les pièces en place. Comme quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité, demanda doucement Dylan. Cole a rencontré les yeux de son fils. Il y avait quelque chose de différent là-bas maintenant. Une fatigue qui n'avait pas existé. Il y a une semaine. Dylan commençait à rassembler des pièces, même s'il ne pouvait pas encore accepter les conclusions vers lesquelles ils avaient pointé. Hypothétiquement, oui, une personne ayant ce contexte aurait les compétences nécessaires. Aubrey était inconscient du sous-texte. Ensuite, vous pourriez aider à prouver l'innocence de maman, non? Vous pouvez utiliser vos compétences informatiques pour découvrir qui fait vraiment cela. Je pourrais enquêter, Cole. Convenu. Si j'étais motivé à le faire. Que voulez-vous dire si vous étiez motivé? La voix d'Aubrey a augmenté de frustration. Elle est notre mère. Bien sûr, vous devriez l'aider. Cole se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue calme de la banlieue où il avait vécu pendant les 12 dernières années. Tout avait l'air normal. Des enfants à vélo, des voisins qui marchent sur les chiens, les rythmes habituels de la vie de la classe moyenne. Mais sous cette surface normale, Cole avait fait une guerre qui remodellerait plusieurs vies pour toujours. Votre mère a fait ses choix, Aubrey. Elle a choisi d'avoir une liaison. Elle a choisi de demander un divorce. Elle a choisi d'emménager avec Trevor. Elle a choisi de m'humilier publiquement lors de mon propre dîner d'anniversaire. Mais cela ne signifie pas qu'elle est une criminelle. Cole se retourna pour faire face à ses enfants, n'est-ce pas? Elle a trahi la promesse la plus fondamentale de notre mariage. Elle m'a menti pendant des mois sur sa relation avec Trevor. Elle vous a tourné tous les deux contre moi avec sa version des événements. Pourquoi la trahison financière est-elle tellement pire que la trahison émotionnelle? Dylan regardait son père avec une compréhension croissante. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je dis que les gens qui font certains choix finissent par faire face aux conséquences de ces choix. Votre mère a choisi de détruire notre famille. Maintenant, elle découvre ce que ça fait de détruire sa vie en retour. Le visage d'Aubrey s'est pâle. Vous parlez comme si vous saviez quelque chose. Comme vous avez quelque chose à voir avec ça. Cole regarda sa fille. Je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis des mois. Elle avait les yeux de sa mère, l'entêtement de sa mère et de plus en plus la capacité de sa mère à ignorer les vérités inconfortables. J'avais tout à voir avec ça, a-t-il dit tranquillement. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge antique sur la cheminée. Le téléphone de Dylan glissa de ses doigts sur le canapé. La bouche d'Aubrey s'est ouverte et s'est fermée sans son. Vous avez détruit la vie de maman parce qu'elle voulait divorcer. Aubrey chuchota finalement. J'ai détruit la vie de ta mère parce qu'elle a choisi de faire la guerre contre moi et elle a supposé que j'étais trop faible pour riposter. Elle avait tort. Dylan a trouvé sa voix. Papa, c'est fou. Vous ne pouvez pas détruire les gens parce qu'ils blessent vos sentiments. L'expression de Cole s'est durcie. Blesser mes sentiments? Est-ce ce que vous pensez qu'il s'agissait? Il s'est dirigé vers son bureau et a sorti un dossier épais rempli de photos, de courriels imprimés et de rapports de surveillance. Ta mère ne m'a pas juste quitté, Dylan. Elle a passé des mois à planifier ce divorce tout en faisant semblant de travailler sur notre mariage. Elle a vidé notre compte d'épargne conjoint et a transféré l'argent au compte que Trevor l'a aidé à installer. Elle a dit à nos amis que j'étais violent, que je l'avais menacé, qu'elle avait peur de moi. Elle vous a empoisonné tous les deux contre moi avec des mensonges sur les raisons pour lesquelles notre mariage a échoué. Cole a jeté le dossier sur la table basse, son contenu se répand sur la surface. Elle a tourné mes propres enfants contre moi, a fait de moi le méchant dans une histoire où j'étais la victime, puis a célébré sa victoire devant un restaurant plein d'étrangers. Aubrey regarda les photographies, les images de sa mère et Trevor ensemble des mois avant la séparation officielle, les dossiers bancaires montrant les transferts financiers qu'elle n'avait jamais connus, a imprimé des messages textes révélant des conversations sur le retrait en fin de Cole. Alors oui, Cole a poursuivi, j'ai riposté et j'ai gagné. Dylan a ramassé l'une des photos de surveillance, ses mains tremblant. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Depuis le jour,
j'ai réalisé que votre mère trichait. 8 mois de préparation. 8 mois d'observation, d'attente et de construction du piège parfait. Aubrey pleurait maintenant, mais Cole n'a ressenti aucune sympathie. Ce sont les enfants qui l'avaient appelé publiquement un perdant, qui avaient célébré la supériorité de Trevor, qui avaient choisi des partis dans une guerre qu'ils ne comprenaient pas. Vous êtes tous les deux invités à rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin, a déclaré Cole, rassemblant les documents dispersés. Mais je comprends cela, je ne pardonne pas la trahison de personne, y compris la famille. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, Dylan l'appelait. Papa, que se passe-t-il maintenant? Cole s'arrêta à la porte. Maintenant, votre mère et votre Trevor découvrent ce qui se passe lorsque vous confondez les patients avec la faiblesse. Les essais dureront probablement 6 mois. Ils seront tous les deux condamnés. Trevor recevra 10 à 15 ans de prison fédérale. Votre mère aura 5 à 8 ans et nous. Cole regarda ses enfants en arrière. Son fils qui commençait à comprendre la profondeur de la capacité de vengeance de son père. Sa fille qui avait encore du mal à accepter que sa nouvelle vie parfaite avait été construite sur des mensonges et des activités criminelles. Vous apprenez à vivre avec les conséquences des choix que vous avez faits. Comme tout le monde, la guerre était terminée. Cole Mitchell avait complètement gagné. Mais la victoire, il découvrait, était une chose froide et solitaire. Chapitre 7. Le calcul. 6 semaines après les arrestations, Cole a reçu un visiteur inattendu. L'agent spécial du FBI, Sarah Chin, se tenait à sa porte à 7 heures, badge en main, professionnel, mais clairement épuisé. Monsieur Mitchell, je suis agent Chin. J'enquête sur l'affaire Quinn Morrison. Pouvons-nous parler? Cole l'a invité, a offert un café et s'est installé dans sa chaise de salon avec le comportement calme de quelqu'un qui n'avait rien à cacher parce qu'il avait fait attention de ne jamais laisser rien de ce qui pouvait être trouvé. Je dois dire, Monsieur Mitchell, cette affaire a des éléments inhabituels. Comment oui? L'agent Chin a ouvert sa tablette et a fait défiler ce qui semblait être des centaines de pages de notes. Les preuves contre votre ex-femme et Monsieur Quinn sont écrasantes. Presque parfaitement construits, pourriez-vous dire. Chaque pièce prend en charge toutes les autres pièces. Chaque avance confirme le récit global. En 23 ans d'enquête fédérale, je n'ai jamais vu un cas de complot aussi complet. Cole a siroté son café. Des criminels approfondis, je suppose, ou un cadre approfondi. Ils se sont assis en silence un instant, chacun étudiant l'autre. Cole a reconnu que l'agent Chin était exceptionnellement intelligent et avait probablement identifié des incohérences dans l'affaire qui prendraient la plupart des enquêteurs à découvrir. Monsieur Mitchell, que faites-vous dans la vie? Conseil de cybersécurité. J'aide les entreprises à protéger leurs actifs numériques contre les attaques sophistiquées. Et avant cela, 15 ans avec le ministère de la Défense, de la cryptographie et de l'intelligence numérique. L'agent Chin a pris des notes sur sa tablette. Ainsi, vous auriez l'expertise technique pour créer de fausses preuves numériques, des communications par email, des dossiers bancaires, des enregistrements téléphoniques. Hypothétiquement, oui. Mais ce serait illégal. Hypothétiquement, l'agent Chin a souri sans chaleur. Monsieur Mitchell, je vais partager quelque chose avec vous hors du dossier. Cette affaire s'effondre. Cole a ressenti un flottement d'alarme momentané, mais a gardé son expression neutre. De quelle manière? Les enregistrements des conversations téléphoniques de Monsieur Quinn avec des chiffres de criminalité présumés. Nos analystes audio trouvent des incohérences. Les modèles vocaux correspondent parfaitement à Monsieur Quinn, mais il existe des micro-variations de ton et de respiration qui suggèrent une synthèse numérique. Intéressant. Les communications par email entre votre ex-femme et Monsieur Quinn discutent du blanchiment d'argent. Notre équipe médico-légale a trouvé des preuves de manipulation de métadonnées. Les messages ont été créés sur les bonnes dates, mais pas au moment revendiqué. L'agent Chin se pencha en avant. Quelqu'un avec des compétences techniques extrêmement sophistiquées a construit un faux récit élaboré. Quelqu'un qui comprend suffisamment bien les procédures d'enquête fédérale pour créer des preuves qui survivraient à un examen initial mais pas une analyse médico-légale profonde. Cole s'est assis dans sa tasse de café et tu penses que quelqu'un est moi. Je pense que quelqu'un est toi. Il se regardait à travers le salon où Cole s'était assis avec ses enfants 6 semaines plus tôt, avouant son rôle dans la destruction de leur mère. L'agent Chin espérait clairement une sorte de réaction. Colère, peur, explication défensive. Au lieu de cela, Cole a simplement hoché la tête.
Prouvez. Excusez-moi. Prouvez. Cole a répété calmement. Vous avez identifié des défauts dans les preuves. Vous soupçonnez une manipulation numérique. Vous croyez que j'ai un motif et des opportunités, mais pouvez-vous prouver que j'ai créé de fausses preuves? La confiance de l'agent Chin a légèrement vacillé. Nous travaillons là-dessus. Agent Chin, j'ai passé 15 ans à apprendre à faire disparaître complètement les preuves numériques. Si je voulais encadrer quelqu'un, pensez-vous vraiment que je serais assez bâclé pour laisser la chapelure médico-légale pour que vous puissiez suivre? Alors pourquoi trouvons-nous des incohérences? Cole se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant sa rue calme. Parce que je voulais que vous les trouviez. L'agent Chin était silencieux pendant un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était soigneusement contrôlée. Vous vouliez que nous sachions que Quinn et Morrison étaient encadrés. Je voulais que vous sachiez qu'ils ont été encadrés par quelqu'un avec la capacité de cadrer n'importe qui, à tout moment, pour n'importe quoi. Quelqu'un qui pourrait vous faire disparaître dans le système pénitentiaire fédéral aussi facilement que je les faisais disparaître. Cole se tourna vers face agent Chin. Vous enquêtez sur moi parce que vous êtes intelligent et minutieux, mais vous enquêtez également sur moi parce que je vous permets de m'équilibrer. Si je voulais que cette conversation ne se produise jamais, vous vous réveillez demain matin face à des accusations pour les crimes que vous n'avez jamais commis, étayées par des preuves que vous ne pourriez pas réfuter. Menacez-vous un agent fédéral? J'explique la réalité de votre situation. Tu sais que je suis coupable. Vous pensez que vous ne pouvez pas le prouver. Et maintenant, vous vous demandez si pousser trop fort pourrait entraîner la détruire de votre propre vie. L'agent Chin a fermé sa tablette et s'est levé. Monsieur Mitchell. La fabrication de preuves est un crime fédéral. L'intimidation des agents fédéraux est un crime fédéral. Même si nous ne pouvons pas prouver le cadre, nous pouvons poursuivre des accusations pour obstruction à la justice, à la falsification des témoins, à la fraude informatique. Vous pourriez essayer, Cole. Convenu. Mais cela vous obligerait à expliquer à vos superviseurs comment vous vous êtes permis d'être dépassé par un consultant en cybersécurité de banlieue. Il faudrait admettre que les mois d'enquête vous ont conduit à des conclusions que vous ne pouvez pas justifier le tribunal. Il faudrait reconnaître que quelqu'un a commis le crime parfait juste sous votre nez. Cole a marché sur l'agent Chin jusqu'à la porte. Votre dossier contre Trevor est bel et solide parce que je voulais qu'il soit solide. Si vous essayez de construire une affaire contre moi, vous découvrirez que je suis très doué pour que les cas se désagrègent. Après le départ de l'agent Chin, Cole est retourné à son bureau et a commencé à mettre en œuvre la phase 4 de son plan. La phase qu'il espérait ne serait pas nécessaire, mais s'était néanmoins préparée. Si les enquêteurs fédéraux se rapprochaient de la vérité, il était temps de rediriger leur attention ailleurs. À midi, l'agent Chin découvrira que ses propres dossiers financiers ont montré des transactions suspectes. Son email personnel révélerait une correspondance avec des associés criminels connus. Ces enregistrements téléphoniques indiqueraient des communications qui ont violé les protocoles du FBI. Rien ne serait vrai, bien sûr, mais tout serait impossible de réfuter assez rapidement pour l'empêcher d'être suspendu en attente d'enquête. Cole avait appris il y a longtemps que la meilleure défense a toujours été une infraction supérieure. L'agent Chin était intelligent, dévoué et honnête. Elle était également sur le point de découvrir ce qui est arrivé à des gens qui ont menacé la nouvelle réalité soigneusement construite de Cole Mitchell. La guerre n'était pas terminée après tout. Il ne faisait que se détendre pour inclure de nouveaux ennemis, et Cole Mitchell n'a jamais perdu. Chapitre 8. Le gambit final. 3 mois après les arrestations, le procès fédéral de Trevor Quinn a commencé par la couverture médiatique qui avait transformé l'affaire en sensation nationale. Cole assiste tous les jours, assis dans son endroit habituel dans le rang arrière, regardant son chef-d'œuvre se dérouler dans une salle d'audience fédérale. Le dossier de l'accusation était dévastateur. Et complet. Les dossiers financiers ont montré un blanchiment d'argent systématique par le biais des activités immobilières de Trevor. Les communications par email ont révélé des discussions explicites sur l'activité criminelle. Des conversations téléphoniques enregistrées ont capturé Trevor qui négocie apparemment des accords avec les chiffres du crime organisé. Les dossiers bancaires ont retrouvé des millions de dollars par le biais de sociétés d'éclat conçues pour masquer les bénéfices illégaux. L'avocat de la défense de Trevor, Robert Hay, avait développé une stratégie autour de la théorie du cadre, mais elle s'est effondrée sous le poids des preuves. Même les incohérences médico-légales que l'agent Chin avait identifiées n'étaient pas suffisantes pour surmonter le volume du matériel incriminant. Mesdames et messieurs du jury, le procureur, Lisa Rodriguez,
a déclaré lors de sa déclaration d'ouverture. Les preuves montrent que Trevor Quinn a exploité une entreprise criminelle sophistiquée pendant plus de 2 ans en utilisant ses activités immobilières légitimes comme front pour les opérations de blanchiment d'argent qui ont traité plus de 3,2 millions de fonds illégaux. Cole regarda le visage de Trevor pendant que les charges étaient lues. Le fanfaron confiant avait disparu depuis longtemps, remplacé par le désespoir Holloway d'un homme regardant sa vie être systématiquement détruit par des forces qu'il ne pouvait pas comprendre ou contrôler. Le procès de Bell devait commencer 2 semaines plus tard, mais sa situation était encore pire que celle de Trevor. Sans les ressources de Trevor, elle avait été forcée de compter sur un défenseur public qui gérait 37 autres cas simultanément. La preuve contre elle était tout aussi complète. Dossiers financiers, communication par courrier électronique et témoignages d'anciens collègues de Hartfield Marketing, qui avaient été convaincus qu'elle était coupable. Pendant une récréation, Cole est sorti du palais de justice pour l'air et a trouvé Dylan en attendant sa voiture. « Papa, nous devons parler. » Au cours des 3 derniers mois, Dylan était resté avec Marcus à Portland, refusant de vivre dans la même maison que son père. Aubrey avait choisi de rester avec Cole, bien que leur relation ait été tendue et artificielle. « Que puis-je faire pour toi, fils ?» Dylan avait l'air plus âgé que ses 16 ans, épuisé par des mois d'attention des médias et d'isolement social. « Je veux que tu arrêtes ça. » « Arrêter quoi ? Tu sais quoi ? Tout cela, les procès, les preuves, tout. Je sais que vous leur avez fait cela, et je veux que vous vous arrêtiez. » Cole se pencha contre sa voiture, étudiant son fils. « Même si je pouvais l'arrêter, ce que je ne peux pas puisque le gouvernement fédéral ne me prend pas de commande. » « Pourquoi le ferais-je ? » ?»« Parce qu'ils vont en prison. »« Papa, maman va en prison pendant des années parce que tu voulais se venger. Votre mère va en prison parce qu'elle a commis des crimes. Crimes que vous l'avez fait s'engager. Crimes pour lesquels vous l'avez installé. » Les gens commençaient à regarder l'adolescent criant dans le parking du palais de justice. Cole a placé une main restreinte sur le bras de Dylan. « Abaissez votre voix. »« Non. » Dylan secoua l'emprise de son père. « Je ne baisserai pas ma voix. Vous avez détruit notre famille parce que vos sentiments ont été blessés. Vous avez envoyé notre mère en prison parce qu'elle voulait divorcer. Vous avez ruiné la vie des innocents pour se venger. » La patience de Cole a finalement cassé. « Des innocents. Votre mère a volé de l'argent à nos comptes conjoints pour financer sa nouvelle vie avec Trevor. Elle vous a menti et Aubrey sur la raison pour laquelle notre mariage a pris fin. Elle a tourné mes propres enfants contre moi et a ensuite célébré sa victoire publiquement. Trevor l'a aidé à cacher les actifs, à manipuler les dossiers financiers et à planifier une stratégie de divorce conçue pour me laisser sans rien. Mais ils n'ont pas lavé de l'argent pour les criminels. Non, ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont commis une fraude, un vol et un complot. Je me suis assuré de faire face à des conséquences pour différents crimes de ceux qu'ils ont réellement commis. » Dylan regarda son père avec un mélange d'horreur et de fascination. « Tu es fou. Je suis minutieux. Il y a une différence. Que se passe-t-il lorsque c'est fini ? Quand maman et Trevor sont en prison et Aubrey et que je te déteste pour toujours, que gagnez-vous ? » Cole a sérieusement examiné la question. Au cours des derniers mois, il se demandait la même chose. Sa vengeance avait été complète et dévastatrice, mais la victoire était de plus en plus creuse. Je gagne les connaissances que les gens qui me trahissent sont confrontés à des conséquences. Je gagne la certitude que personne ne me sous-estimera à nouveau. Je gagne la paix qui vient d'équilibrer les échelles. Vous ne gagnez rien, dit Dylan tranquillement. Vous avez détruit votre famille pour prouver un point qui ne vous soucie pas. Alors que Dylan s'éloignait, Cole sentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis le début de toute cette campagne. Doute. Pas sur ses méthodes ou sa justification, mais sur la valeur ultime de ce qu'il avait accompli. Ce soir-là, il s'est assis dans sa maison vide et a passé en revue les dossiers qu'il avait compilés au cours de la dernière année. Des milliers de documents, des centaines de photographies, des mois de données de surveillance, des semaines de preuves manufacturées. C'était un chef-d'œuvre de planification et d'exécution. Mais c'était aussi le record d'un homme qui avait permis à son besoin de vengeance de consommer tout le reste de sa vie. Son téléphone a sonné. Aubrey appelant à l'étage. « Papa, tu peux venir ici ? Je veux te montrer quelque chose. » Il l'a trouvé dans sa chambre. Un ordinateur portable ouvert à un article de presse sur les enfants de criminels condamnés. Le titre disait « Vivant dans l'ombre de l'infamie. Comment les crimes de grande envergure affectent les familles. »
J'ai lu sur les enfants dont les parents sont allés en prison pour des crimes célèbres. Dit Aubrey sans le regarder. Savez-vous ce qui leur arrive? Cole était assise sur le bord de son lit. Dis-moi. Ils sont intimidés à l'école. Ils ne peuvent pas se faire des amis parce que tout le monde sait qui sont leurs parents. Ils ont du mal à entrer dans les collèges parce que les comités d'admission se souviennent des reportages. Ils passent toute leur vie définie par des choses que leurs parents ont faites. Aubrey a finalement regardé son père. Ce sera moi et Dylan. Pour le reste de nos vies, nous allons être les enfants dont la mère est allée en prison pour un blanchiment d'argent. Chaque fois que quelqu'un google nos noms, il trouvera des articles sur maman et Trevor. Cole sentit un poids froid s'installer dans sa poitrine. Au cours de tous ces mois de planification, il avait considéré l'impact sur Trevor et Belle, la satisfaction de les voir détruites, le juge de les faire payer leur trahison, mais il n'avait jamais vraiment considéré les conséquences à long terme pour ses enfants. « Je suis désolé, dit-il tranquillement. »« Êtes-vous vraiment désolé, ou tu dis simplement ça ?» Cole a regardé sa fille, 17 ans, face à un avenir façonné par son besoin de vengeance, et s'est rendu compte que sa guerre avait fait des pertes qu'il n'avait jamais eu l'intention de cibler. « Je suis désolé que vous et Dylan payiez un prix pour les choix de votre mère et j'ai fait, mais je ne suis pas désolé d'avoir riposté quand j'ai été attaqué. » Aubrey acquiesça lentement. « Je sais, et c'est le problème, n'est-ce pas? Vous ne serez jamais désolé pour ce que vous leur avez fait, même lorsque vous voyez ce que cela nous fait. » Alors que Cole retournait dans son bureau, il a réfléchi à l'enquête de l'agent Chin, qui avait mystérieusement bloqué après avoir été suspendu pour ses propres irrégularités financières présumées. Le bureau du procureur fédéral avait discrètement abandonné toute enquête sur l'authenticité des preuves dans l'affaire Quinn Morrison. Trevor et Belle seraient condamnés sur la base de preuves manufacturées, et personne en autorité ne voulait creuser suffisamment profondément pour découvrir la vérité. Cole Mitchell avait commis le crime parfait. Mais alors qu'il était assis seul dans sa maison vide, écoutant sa fille pleurer dans la pièce au-dessus de lui, il commençait à comprendre que des crimes parfaits pourraient avoir des conséquences imparfaites. La guerre se terminait, mais les victimes duraient toute une vie. Chapitre 9. Prix des victoires. Les verdicts sont tombés par froid matin de février, exactement un an après le dîner d'anniversaire de Cole à Victoria Hall. Trevor Quinn a été condamné pour tous les chefs d'accusation et condamné à 12 ans de prison fédérale. Belle Morrison a été condamné pour tous les chefs d'accusation et condamné à 7 ans. Cole a regardé depuis son siège habituel dans le rang arrière pendant que les phrases étaient lues. Trevor regarda tout droit, ne montrant aucune émotion. Belle pleurait tranquillement, son défenseur public offrant un réconfort inutile. Aucun d'eux ne regardait la galerie où Cole était assis seul. Leur famille les avait depuis longtemps abandonnés. Leurs amis s'étaient éloignés et leurs enfants avaient été marqués en permanence par les crimes de leurs parents. C'était par toute mesure une victoire complète. En dehors du palais de justice, les journalistes ont assailli la zone à la recherche de déclarations de toute personne liée à l'affaire. Cole a traversé la foule inaperçue. Juste un autre observateur, un autre citoyen curieux intéressé à voir la justice servir. À la maison, il a trouvé la maison vide. Aubrey avait déménagé à Portland pour vivre avec Marcus et terminer sa dernière année là-bas. Loin de l'attention des médias et de la stigmatisation sociale. Dylan était déjà là depuis des mois. Ses deux enfants avaient décidé qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec la version de la justice de leur père. Cole s'est versé un verre et s'est assis dans son bureau, entouré des moniteurs et des fichiers qui avaient été ses armes dans cette guerre. Pour la première fois en plus d'un an, il n'avait rien à planifier, pas de déménagement à calculer, pas d'ennemis à dépasser. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Marcus. J'ai vu les nouvelles. J'espère que vous êtes satisfait. Au fait, les enfants vont mieux ici. Dylan pourrait en fait obtenir son diplôme à temps, et les applications universitaires d'Aubrey se déroulent bien. Il ne parle pas beaucoup de vous. Cole regarda le message pendant longtemps avant de le supprimer sans répondre. Au cours des semaines suivantes, Cole s'est retrouvé aux prises avec une émotion inattendue, le vide. La campagne qui a consommé sa vie depuis plus d'un an a été terminée. Ses ennemis ont été détruits. Sa vengeance était complète. Mais au lieu de la satisfaction, il ne ressentait qu'un sens creux de l'inabstance. Il est retourné à son travail de consultation en cybersécurité, mais cela semblait trivial après avoir orchestré la destruction de la vie de 2 personnes. Les clients lui ont apporté des problèmes qui semblaient insignifiants par rapport aux défis psychologiques et techniques complexes de sa campagne de vengeance. 3 mois après la condamnation,
Cole a reçu une lettre inattendue. L'adresse de retour a montré qu'il provenait de Belle Poste cachée de l'établissement correctionnel fédéral des femmes où elle purgeait sa peine. Cole, je sais que vous jetterez probablement cela sans le lire, mais je devais essayer. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir au cours des derniers mois, et je voulais que vous sachiez que je comprends ce que vous avez fait. Je sais que tu as encadré Trevor et moi. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, et je ne peux pas le prouver, mais je sais que les preuves étaient trop parfaites, trop complètes, trop pratiques. Vous avez passé des mois à planifier cela, n'est-ce pas? Je sais aussi pourquoi vous l'avez fait. Pas seulement parce que j'avais une liaison. Pas seulement parce que j'ai demandé un divorce, mais à cause de la façon dont je l'ai fait. Parce que je t'ai humilié. Parce que je vous ai fait vous sentir impuissant. Parce que j'ai tourné les enfants contre vous et célébré votre défaite publiquement. J'étais cruel, Cole. J'étais vindicatif et mesquin et délibérément blessant d'une manière qui n'avait rien à voir avec le fait de vouloir sortir de notre mariage et tout à voir avec le fait de vouloir vous faire souffrir. Je suppose que j'ai réussi. Mais voici ce que je veux que vous sachiez. Je survivrai à ça. Je vais servir mon temps et je vais sortir et je vais reconstruire ma vie. Trevor sera finalement. Nous ne sommes pas des gens brisés, juste des gens qui ont fait de mauvais choix et se sont fait prendre. Mais qu'en est-il d'Aubrey et Dylan? Qu'en est-il de vos enfants qui n'ont rien choisi de tout cela? Ils portent le poids de votre vengeance, Cole. Ils paient le prix de notre guerre. J'espère que cela en valait la peine. Belle Cole a lu la lettre 3 fois avant de le classer avec tous ces autres documents de l'affaire. Belle avait raison sur tout. Il les avait encadrés. Ce samedi-là, Cole retrouva ses enfants dans un lieu neutre, un café du centre-ville de Portland, où ils purent discuter sans le poids émotionnel du retour à la maison de leur enfance. Aubrey paraissait plus âgé, plus mature. Dylan avait grandi de plusieurs centimètres et se tenait avec une assurance nouvelle. Tous deux observèrent leur père avec des expressions mêlant la lassitude et quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « Papa » commença Aubrey. « Nous voulons que tu saches que nous comprenons pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Nous comprenons que maman t'a blessé, que nous t'avons blessé, que tu aies ressenti le besoin de te défendre. » Et Dylan hocha la tête, « Mais nous voulons aussi que tu saches que nous ne pouvons plus avoir de relation avec toi. Non pas parce que nous ne t'aimons plus, mais parce que nous ne pouvons plus te faire confiance. » Cole sentit une douleur dans sa poitrine. « Je ne t'ai jamais fait de mal. Je ne t'ai jamais pris pour cible. Tu as détruit notre mère, dit Aubrey doucement. Tu l'as envoyée en prison pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Tu nous as rendus complices de ta vengeance en nous laissant croire qu'elle était coupable. Tu as fait de notre famille un exemple édifiant qui nous suivra toute notre vie. Là, elle m'a trahi. Elle a trahi notre famille. Et tu l'as détruite pour ça, dit Dylan. Complètement, totalement, sans pitié. Si tu pouvais faire ça à quelqu'un que tu as aimé pendant 22 ans, que nous ferais-tu si nous te décevions à nouveau? Cole ouvrit la bouche pour protester, mais les mots moururent dans sa gorge. Ses enfants avaient raison d'avoir peur de lui. Il avait prouvé qu'il était capable de tout pour assouvir son besoin de vengeance. Nous allons changer de nom, dit Aubrey. Nous allons légalement devenir Aubrey et Dylan Walker, le nom de jeune fille de maman. Nous voulons pouvoir construire des vies qui ne soient pas définies par ce qui est arrivé à notre famille. Nous serons toujours tes enfants, ajouta Dylan. Mais nous ne pouvons plus être ta famille. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Aubrey se retourna une dernière fois. Papa, j'espère qu'un jour tu comprendras que gagner n'est pas avoir raison, et que la vengeance n'est pas la justice. Cole resta assis seul au café pendant des heures après leur départ, réfléchissant au prix de sa victoire parfaite. Il avait anéanti ses ennemis. Mais ce faisant, il avait aussi détruit sa famille, s'était isolé de tous ceux qu'il avait aimés, et s'était transformé en l'homme que ses enfants avaient raison de craindre. Trevor et Belle finiraient par être libérés de prison. Ils reconstruiraient leur vie, trouveraient de nouvelles relations, et peut-être même retrouveraient-ils le bonheur. Ils survivraient à sa vengeance parce qu'ils étaient des gens fondamentalement honnêtes qui avaient fait de mauvais choix. Mais Cole Mitchell passerait le reste de sa vie seul, entouré des outils et des trophées de sa guerre parfaite. Ayant gagné tout ce qu'il croyait vouloir et perdu tout ce qui comptait vraiment, il avait cherché justice et obtenu sa vengeance. Il avait exigé satisfaction et obtenu l'isolement. Il avait prouvé sa supériorité et confirmé son vide. Au final, Cole Mitchell avait remporté la guerre si complètement qu'il ne lui restait plus rien à gouverner que les ruines de sa propre vie.
La tempête silencieuse était passée, laissant derrière elle le silence. C'est ici que notre histoire prend fin.